Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais démarrer maintenant. J'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez également, ainsi que l'écran, qui est aujourd'hui donc Italie, Rocco Francia, 28 et 29 octobre. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Merci beaucoup de nous rejoindre et de participer au Roadshow Francia. Vous avez vu que cette année, c'est une année singulière, et ben le Roadshow Francia également, puisque nous avons donc choisi de le réaliser de façon digitale et sur un programme et sur une plateforme qui est elle aussi nouvelle pour nous en termes d'utilisation et qui permet de nous rencontrer pendant 2 jours à travers présentation et surtout beaucoup d'échanges avec les professionnels italiens qui se sont également mobilisés pour nous rejoindre. L'avantage de ce système, c'est de pouvoir contacter l'ensemble de l'Italie et de leur permettre de se connecter. C'est un grand avantage. Le désavantage, c'est que c'est très réactif et que on a des annulations, des personnes qui se reconnectent et qui prennent rendez-vous jusqu'en dernière minute. Donc voilà, c'est un petit peu un format différent de ce que nous faisions jusqu'à présent. En tout cas, merci beaucoup à vous toutes et tous d'être avec nous. Vous êtes plus de 30 partenaires, finalement, à peu près le même volume qu'un Roadshow Francia classique sur cet événement pendant ces 2 jours, plus une petite matinée pour les agents de voyage grecs du vendredi matin. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. C'est vrai que la période est assez spéciale, évidemment, surtout actuellement, puisque aujourd'hui auquel nous rencontrons et pendant lequel nous parlons, la situation globale sanitaire a beaucoup évolué et conditionne notre comportement, notre action et notre capacité évidemment à voyager. Alors je vais présenter le marché italien dans sa situation assez actuelle et essayer de donner quelques perspectives sur la suite pour vous aider à bien préparer les rendez-vous que vous aurez aujourd'hui et demain, et ça pour certains d'entre vous après-demain, pour aussi avoir quelques idées sur la situation telle qu'elle peut se développer dans les prochains mois, notamment début 2021, puisque tout ça nous préoccupe toutes et tous. Alors, rapidement, pour vous rappeler l'importance du marché italien, vous savez que c'est le quatrième marché international pour la destination France. Les volumes sont, avant le Covid, donc de 7 millions de visiteurs italiens par an, qui réalisent à peu près 42 millions de nuitées. Ce qui en fait donc le quatrième marché, comme je l'ai dit. C'est un marché extrêmement puissant parce qu'il est très réactif, parce qu'il est proche, et aussi parce que les recettes apportées par la clientèle italienne en France sont de tout premier plan. On parlait en 2019 de 3,5 milliards d'euros, ce qui place l'Italie au cinquième rang, cinquième ou sixième rang international en termes de recettes également. Donc, ce qui explique l'importance de ce marché pour les volumes. Vous voyez que c'est un marché très individuel, évidemment. À 90%, la clientèle est individuelle et on estime à 10% la clientèle qui passe par les intermédiaires. Et quand on parle d'intermédiaire, on parle d'intermédiaire professionnel. C'est-à-dire qu'il demande à un intermédiaire d'effectuer la préparation du voyage à sa place. On n'a pas dans les 10% les intermédiations des OTA, par exemple, dans le sens des bookings, par exemple booking.com, donc des réservations de plateformes hôtelières, par exemple, ou les achats en ligne de billets d'avion, ça n'est pas dans ces 10%-là. On parle d'intermédiation professionnelle, donc une agence de voyage qui intervient, un tour opérateur qui intervient, qui peut être en ligne, mais qui effectue en fait l'ensemble de la réservation et qui conseille sur les choix de destination et les choix du produit. Donc c'est pas exactement ça. Vous avez évidemment dans le trafic une grande majorité du trafic italien vers la France qui est loisir, à 80%. Je le précise parce que ça paraît évident, mais c'est surtout que 20% du trafic correspond à un trafic affaires, et ça c'est très important. La partie affaires, c'est pour ça qu'aujourd'hui on consacre aussi une partie des rendez-vous au secteur MICE. C'est parce que c'est un point et un segment de marché très important pour la France au départ de l'Italie. Je rappelle qu'un tiers de la recette des 3,5 milliards que j'indiquais tout à l'heure provient en fait de l'industrie des rencontres professionnelles.
et donc de la capacité au marché italien à organiser des événements d'affaires en France, donc des congrès, des séminaires et des voyages incentive, par exemple. Ce qui est très important quand vous voyez aussi la carte de l'Italie, qui est donc que vous connaissez, la forme de botte traditionnelle, le marché est très allongé, très dispersé, très réparti sur l'ensemble du territoire italien, qui est assez vaste. Mais en fait, le gros de la clientèle provient de la bande nord. Donc entre Venise sur la droite, la zone violette, jusqu'à l'ouest, jusqu'au port de Gênes en zone verte que vous avez sur la gauche. Vous avez 70% en fait de la clientèle qui provient de cette bande-là, de ce groupe-là, avec un point fort autour de Milan, qui dispose de 3 aéroports, hein, puisque vous avez les 2 aéroports de Linate et de Malpensa, et puis le 3e aéroport qui est celui de Bergamo, qui couvre toute la partie entre Milan, si vous voulez, et Venise, et qui draine donc toute la partie, une partie de la Vénétie, ce qui est très important. Donc 70% provient de cette zone-là. Le deuxième gros pôle de clientèle en Italie se situe dans la région de Rome et de Naples, hein, qui sont le deuxième et le troisième nœud de clients qu'on peut effectivement remarquer. Ça correspond aux connexions aériennes sans problème, c'est exactement le même profil. Dans la zone nord, je précise qu'il n'y a pas que Milan, évidemment, hein. Vous avez certaines villes qui sont clés. Je pense à la ville de Turin, je pense à la ville en Émilie-Romagne, de Bologne et Venise, évidemment, qui sont très importantes pour la France. La carte d'ailleurs de l'implantation des clients est assez différente quand on prend celle des abonnés à nos comptes Facebook. C'est une petite aparté, mais c'est intéressant parce que sur les abonnés italiens de notre compte Facebook, qui sont plus de 104 000 ou 105 000 aujourd'hui, vous avez une répartition beaucoup plus homogène sur le territoire. Et donc avec les outils digitaux et notamment Facebook, on arrive à toucher des personnes qui ne sont pas dans nos zones et dans nos zones prioritaires, notamment tout le long de l'Adriatique. Donc toute la partie est de la zone jaune que vous voyez là, on a une belle présence d'abonnés italiens à nos comptes Facebook. Voilà, ce qui est très intéressant aussi, c'est au niveau du mode de transport, on en parlera tout à l'heure, c'est l'utilisation de la voiture, qui est un mode traditionnel, hein, pour les clientèles italiennes qui viennent en France. Pour 60% d'entre eux, c'est évidemment lié à l'implantation du gros de nos clients dans la zone nord. L'avion puis le train, qui sont les 3 moyens de transport les plus utilisés. On ne cite pas les compagnies maritimes, mais évidemment pour la destination Corse, c'est essentiel et elles sont bien présentes également. La durée moyenne des séjours avant le Covid, évidemment, ces chiffres sont avant le Covid, je ne le répéterai pas, c'est de 6 jours. C'est donc une très bonne durée, sachant qu'on a beaucoup de courts séjours au départ de l'Italie, puisque 70% des séjours italiens vers la France sont des courts séjours, et que la France est la première destination des Italiens pour les courts séjours. C'est la deuxième pour l'ensemble des séjours, notamment l'été, puisque la première reste l'Espagne pour la clientèle italienne, mais c'est la première destination pour la clientèle italienne en matière de court séjour toute l'année. Alors, ces chiffres s'inscrivent dans un contexte qui a été assez changeant dans la relation entre la France et l'Italie, avec notamment les 2 dernières années l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement assez agressif et assez clivant sur les choix politiques, mais depuis quelque temps et depuis en fait la sortie de Matteo Salvini du gouvernement, les choses sont quand même plutôt apaisées et la relation bilatérale entre la France et l'Italie est assez bonne. Il y a donc un partenariat qui existe, qui se renforce dans tous les secteurs, notamment dans le secteur universitaire, il est très fort. Vous savez que les Italiens ont la possibilité de passer en Italie leur bac en français. Il y a plus de 9000 étudiants italiens qui le font, ça s'appelle l'ESABAC, et la même option existe en France. Un grand nombre d'étudiants français peuvent passer en même temps leur bac en langue italienne en France. Donc ça, c'est une coopération universitaire qui est très forte et qui est déployée dans la plupart des lycées. Vous avez aussi récemment plusieurs exemples de coopération policière entre la France et l'Italie à la frontière.
pour démanteler des réseaux mafieux ou pour faire des contrôles communs sur voilà la sécurité à la frontière aux frontières franco-italiennes. Et puis vous avez bien entendu un partenariat culturel qui est immense parce que et l'Italie et la France partagent ce goût et ce trésor. Et il y a beaucoup d'échanges entre les musées, par exemple, à l'instar de l'échange qui était prévu au musée à Naples, au musée d'art moderne à Naples, d'archéologie à Naples, pardon, avec l'exposition sur Lascaux, qui était prévue pour 2020 et dont on est en train de vérifier la suite pour 2021, ou encore les coopérations régulières entre le musée, par exemple, du Palazzo Real, qui va avoir en 2021 une très belle programmation d'œuvres françaises grâce à un partenariat avec le Louvre, notamment une exposition sur Edgar Degas. Il y a d'autres choses. Hein, il y a très peu de temps à Milan, à la Triennale, au musée d'art moderne de Milan. Il y a un très gros partenariat qui a été scellé avec Cartier sur place. Donc beaucoup de choses qui sont qui ont lieu et qui se développent sur le marché italien. Et puis enfin un partenariat économique qui est quand même très fort. Quand vous voyez le montant des échanges commerciaux qui sont plus de 86 milliards entre l'Italie et la France, comprenez pourquoi en fait la France et l'Italie sont le troisième client, troisième fournisseur. En tout cas, l'Italie est le troisième client, troisième fournisseur de la France, donc le troisième partenaire économique de la France. Pour vous donner un ordre d'idée, hein, à peu près 2000 entreprises françaises sont présentes en Italie. Et puis, ces 2000 entreprises françaises représentent plus de 255 000 emplois. Donc c'est beaucoup, d'où l'importance des travaux de la Chambre de commerce française en Italie, qui est assez active, qui anime et qui essaie de faciliter le business. C'est son travail. Et dans cette Chambre de commerce, il y a une partie effectivement du travail qui est consacrée au tourisme. Alors c'est pas le gros, hein, parce que la plupart des entreprises sont plutôt dans le conseil, dans la finance, dans l'industrie et dans le luxe. Et pas beaucoup dans le tourisme, mais nous sommes présents à travers Atout France et d'autres entreprises comme la SNCF ou Air France hein, qui représentent le secteur dans ce cadre-là. Alors, quand on regarde un peu la situation du marché, je voulais simplement signaler qu'on a, comme un peu partout maintenant, trois grands groupes cibles qui sont en fait ceux de la France. Et ce que vous voyez là, c'est pas les clientèles françaises, c'est les groupes cibles qu'on a en Italie. Trois groupes importants, évidemment les familles. Qui représentent presque 4 millions de personnes pour l'Italie, qui sont très importantes l'été et qu'on reçoit pas encore assez en France, mais qui sont effectivement très présentes dans le paysage, si vous voulez, des cibles en Italie. La deuxième grosse cible, c'est les seniors. Ça, nous le savions, elle représente plus de 3 millions de personnes. C'est une cible très importante également parce qu'elle dispose de plus en plus de temps, plutôt aisé, et qu'elle est en croissance. L'Italie est le marché probablement le plus senior au monde après le Japon, parce que vous savez que le Japon est un marché très senior, avec des seniors actifs et en bonne santé, qui doivent représenter plus de 25% de la clientèle. Et ben en Italie c'est à peu près pareil, on est à presque un quart. Et quand vous regardez la pyramide des âges, évidemment la population italienne vieillit jeune, puisque ce sont des seniors qui sont encore actifs. Donc moi je fais déjà partie, vous voyez, ça y est, on y est d'après les critères. Et je compte bien être actif comme beaucoup d'Italiens encore longtemps. Et donc ça fait donc partie des cibles qui sont pour nous clés et qui forment le socle encore de notre clientèle italienne vers la France. Et puis, très important, évidemment, la clientèle qu'on vise tous, qui est celle des millennials, qui est plus importante que celle des seniors quand même, hein, pour l'Italie, un petit peu, un peu plus, pas beaucoup plus, mais un peu plus, 21% de l'ensemble des groupes cibles, avec 3,4 millions de personnes. Ça, c'est une cible effectivement très importante. Il faut aussi signaler qu'elle est devenue très large, hein, puisqu'on est entre 18 et 35 ans, et que donc on a en fait, à travers les millennials, deux cibles. Hein. On a les jeunes, évidemment, entre 18 et 25, et puis les 25 et 35, qui sont pas exactement dans la même situation professionnelle et financière dans leur vie, et qui ont donc d'autres aspirations. Et je pense que ce groupe cible devrait être d'ailleurs divisé en deux. Ceux qui nous intéressent le plus en priorité, alors l'ensemble de la cible nous intéresse,
mais celle de 25-35 est prioritaire pour le moment. C'est celle qui probablement se remettra à voyager le plus vite et qui sera la plus aventureuse pour aller en France, si je puis dire. Alors, si on regarde un petit peu la situation globale, il y a plusieurs aspects qu'il faut regarder, hein. Donc, le plan sanitaire, évidemment, l'état de l'économie qui nous concerne, nous, en priorité, l'économie touristique, et puis l'état de l'accessibilité. Sur le plan sanitaire, vous avez vu qu'on a vécu plusieurs phases. Actuellement, on est comme partout dans une phase d'urgence on est en plein dans la deuxième vague et on est en train progressivement de se rendre compte tous les jours qu'elle se développe et que de plus en plus de gens sont contaminés ou touchés en tout cas par l'épidémie. Voilà. L'Italie a pourtant bien maîtrisé le sujet jusqu'à peu de temps. On est encore dans des volumes qui sont très inférieurs à ce qu'on peut trouver dans d'autres marchés européens, y compris sur le marché français. C'est vrai. Mais bon, la situation est assez semblable, hein. On a une croissance alarmante du nombre de personnes touchées et surtout un accroissement des nombres de personnes qui arrivent dans les services d'urgence et dans les services de réanimation des hôpitaux italiens. Donc, ils sont pas du tout dans une situation critique comme on a pu l'être, comme on a pu le connaître au mois de mai ou surtout au mois d'avril, mais la tendance est mauvaise comme c'est le cas a priori partout en Europe. Donc on a vraiment une détérioration, je vais y arriver, des indicateurs sanitaires, ce qui a entraîné toute une série de mesures plus coercitives, comme en France, hein, depuis 10 jours, et en particulier là, encore récemment, encore hier et avant-hier, des décrets qui sont annoncés et puis qui sont votés. Donc couvre-feu aujourd'hui, hein, comme vous le savez, mais entre 23 heures et 5 heures du matin. Quand vous venez aussi de l'étranger, notamment de la France, et que vous vous rendez en Italie, vous devez faire un test PCR, donc un test nasal au moins, qui est valable de plus de 3 jours. Et puis beaucoup de mesures pour le moment qui sont pas encore totalement mises en route, mais enfin qui sont quasi sûres. Donc sur place, pour vivre sur place en Italie, l'interdiction de se réunir dans le cadre privé à plus de 15 personnes, je crois. Enfin, c'est 6 personnes d'ailleurs en Italie, 6 personnes. La fermeture des salles de sport, la mise en ligne de tous les étudiants du secondaire. Donc, toutes les classes sont maintenant mises. Bref, et on cherche à circonvenir le virus et à éviter que les gens se rencontrent le plus possible. Une mesure également sur les restaurants et sur la restauration et l'hôtellerie, surtout la restauration, puisque voilà, les restaurants doivent normalement s'arrêter de servir, doivent fermer à 18 heures. Les mesures peuvent paraître un petit peu opaques ou pas toujours claires parce qu'en fait en Italie vous avez des mesures nationales qui sont décidées par le gouvernement et les régions ont le droit de renforcer ces mesures. Elles ne peuvent pas les minimiser, elles peuvent les renforcer et ou les modifier un petit peu dans leur application. Et c'est ce que fait la région Lombardie par exemple, qui renforce les mesures, qui les rend un petit peu plus dures, puisqu'ils estiment qu'il faut absolument être plus dur plus strict encore sur l'application de ces mesures. Il y a beaucoup de discussions hein, au fil des jours, donc les choses changent encore plus vite qu'en France, puisqu'il y a des discussions entre les maires par exemple le maire de la ville de Milan et les présidents de la région, comme celui Fontana de la région Lombardie, pour les conditions d'application et ils sont pas toujours d'accord sur les délais et sur la vision qu'il faut avoir de la situation. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment regarder régulièrement les situations. Globalement, on s'achemine vers un petit peu plus de contrôle de circulation, ce qui est pas bon pour notre business, mais comme c'est le cas partout finalement, l'avantage que nous avons en Italie, c'est la proximité. On y reviendra, la proximité et le fait que il n'y ait pas finalement encore de quarantaine. Je trouve ça c'est très intéressant qu'il n'y ait pas encore pour le moment de quarantaine de décider. L'économie, c'est un autre point, hein, parce que lié évidemment à la crise que nous traversons, mais il faut savoir qu'en fait l'économie italienne, vous connaissez toute l'histoire, hein, elle a été fortement secouée jusque dans les années 2000 avec une situation très atone. Elle s'est reprise progressivement, puis voilà, elle a été stoppée il y a de nouveau quelques mois avec l'arrivée donc du corona. Et donc les PIB sont effondrés comme partout en Europe. Ce qui est intéressant, c'est que depuis la réouverture
du mois de juin, si je puis dire, on a une économie qui réagit et qui reprend. Le troisième trimestre très bon, était plutôt bon, avec une croissance du PIB de 12%. Alors c'est sûr que évidemment c'est par rapport à des mois qui étaient très faibles, mais on se rend compte qu'il y a une réaction positive de la production du pays. On s'attend donc à un PIB sur l'année qui est moins pire que ce qu'on s'attendait, mais qui est quand même à moins 10%, avec un rebond en 2021 de 5%. Pour être franc, on verra ça, hein, parce que tout dépend évidemment de la situation, si on est capable de travailler ou pas. Mais en tout cas, là, on est à plus 5%. L'Italie aussi est bénéficiaire de beaucoup de fonds, hein, celui des fonds du fameux plan de relance européen. L'Italie fait partie des 3 pays qui sont les plus bénéficiaires des fonds, à peu près 200 milliards d'euros. Et c'est très important pour ce pays qui a toujours été ben, dans les plans européens et dont la négociation avec Bruxelles reste un élément de politique interne et un élément donc de sauvetage de l'économie extrêmement important. Donc c'est toujours effectivement le cas aujourd'hui. Enfin, l'économie touristique, elle, alors là, l'économie touristique, elle, évidemment, elle est dans un autre braquet. Elle est très touchée. Et on parle là de l'économie touristique italienne, incoming, hein. On parle de l'économie réceptive. Et ce sont les chiffres que vous avez là. Elle est encore plus touchée que le tourisme français. Et Dieu sait que nous le sommes, évidemment. Mais voilà, vous avez 50 millions d'arrivées italiennes qui vont manquer. On est à moins 50. Vous avez 250 millions d'annuités. Donc là, on est à moins 70%, à moins 80%. Donc des nuitées qui manquent à l'économie italienne. Et une recette de 30 milliards sur les 50 là qui n'est pas là. Donc la situation est dramatique, véritablement. Les mesures aujourd'hui mises en place par le gouvernement soutiennent le secteur touristique italien, pas assez à l'écoute des professionnels qui regrettent tous que ces mesures ne soient pas assez massives pour le secteur du tourisme en Italie. Mais fort est de constater que à tous les niveaux, hein, les hôtels, beaucoup sont fermés. Beaucoup ont tenté de rouvrir, mais les clientèles italiennes ne parviennent pas à compenser le manque de clientèle étrangère qui sont totalement absentes. Donc, on a vraiment une situation qui est difficile pour l'hôtellerie, pour maintenant toute l'industrie évidemment de la restauration, mais également pour tout le secteur de la distribution. On en parlera tout à l'heure, évidemment. Enfin, les transports. Alors, les transports globalement sont dépendants des conditions officielles. Mais ce qui était intéressant, c'est de comprendre qu'il y avait eu une petite reprise au mois d'août et on est aujourd'hui à nouveau dans une réduction des capacités, ce qui amène finalement à une stagnation des capacités de la part de la plupart des compagnies aériennes. Pour la France, en tout cas, c'est le cas. Des compagnies ferroviaires et maritimes également. On n'a pas de capacité supérieure. On n'est pas à un mauvais taux. On est à peu près à la moitié. Ça dépend, hein, des compagnies et des segments, mais on est globalement à 50% de la capacité. On le verra tout à l'heure aussi. Et tout est dépendant évidemment de la situation sanitaire et des mesures qui sont prises en conséquence. Alors, je voulais vous montrer ce qui a changé en fait par rapport à ce qu'on connaissait d'habitude. Et donc, il me paraissait intéressant de m'arrêter un petit peu sur ce slide-là et de vous le montrer comme ça. En fait, jusqu'à présent, le marché italien étant très direct, individuel, FIT, grand public, c'est beaucoup l'attitude du grand public qui conditionne l'ensemble l'ensemble du marché, de l'attitude du marché, de la tendance générale. Aujourd'hui, en fait, c'est un petit peu différent puisque la tendance grand public dépend du cadre légal, si je puis dire. C'est le cadre légal et donc la situation sanitaire qui est à l'origine des choses. C'est pour ça qu'on a commencé par là. Évidemment, en fonction de la situation sanitaire, on peut plus ou moins les circuler. Et déjà, ça conditionne la capacité de la clientèle à se rendre, à partir en vacances ou pas, point, quelle que soit la destination. Et puis, si elle part, à aller dans la destination proche et amie, qui est exactement le cas de la France, puisqu'elle est considérée comme une destination amie, proche, et une partie de la France ayant été italienne encore jusqu'au XIXe siècle, beaucoup d'Italiens s'en souviennent. Donc,
C'est le cas. Mais ce que je veux dire, c'est que les mesures qui sont prises, évidemment, et notamment les mesures liées à la mobilité des personnes, sont déterminantes dans la capacité donc des compagnies aériennes à ouvrir et donc à donner envie au grand public de voyager. C'est un peu le chat qui se mord la queue, parce que si personne n'a envie de partir, les compagnies aériennes, par exemple, ne vont pas augmenter leur capacité, mais en même temps, elles ne peuvent le faire que si le cadre légal le leur permet, si elles ne sont pas limitées. Donc ça, c'est très important, et c'est la raison pour laquelle c'est un point déterminant dans la capacité du marché à rebondir. La deuxième, c'est l'attitude évidemment du public, comme je le disais. Alors, elle est conditionnée par la situation sanitaire, c'est vrai. Elle est conditionnée aussi par l'attitude des destinations comme la nôtre, des messages qu'on peut donner. Elle est aussi conditionnée par la proximité des destinations. Je pense que la France a beaucoup de cartes à jouer en la matière. Et on s'attend à ce que, évidemment, une réservation. Alors, quand les Italiens réservent, parce que vous savez qu'ils sont quand même champions pour une réservation de dernière minute quand il y a réservation. Mais on pense que là, la tendance des réservations de dernière minute va encore s'accentuer pour voilà, s'adapter à une situation qui est changeante et qui change rapidement. Ce qui est aussi à noter, c'est l'importance des groupes et notamment des noyaux familiaux. Ce qui est très utile, c'est de savoir que les Italiens voyagent évidemment en couple. Ça, c'est ce qu'on va beaucoup utiliser. Tous les voyages familiaux risquent quand même, surtout aujourd'hui quand on voit l'état de la situation, les voyages familiaux avec les grands noyaux familiaux de parents avec leurs enfants et leurs grands-parents, ça risque d'être plus compliqué à avoir. Ça risque même d'être plus compliqué à avoir tout court, parce que je suis pas sûr que les familles, les grandes familles voyagent pour Noël, par exemple. Et c'est ce que redoutent beaucoup les autorités italiennes en serrant la vis aujourd'hui. Je pense qu'ils souhaitent justement à ce que ces regroupements familiaux n'aient pas lieu, ou en tout cas soient circonscrits le plus possible. Donc, si on a des voyages, on aura des voyages avec des noyaux, des groupes de voyages beaucoup plus petits, des voyageurs individuels, des petits groupes d'amis et surtout des couples qui voyageront. Et puis enfin, évidemment, cette condition plus le grand public a un impact direct sur la distribution. On en parle après sur le slide qui suit, puisque c'est beaucoup plus détaillé, mais pardon. La distribution est évidemment touchée de plein fouet en Italie. La distribution qui est déjà pour le voyage des Italiens en Italie, qui va donc avoir un impact sur le voyage des Italiens à l'étranger, notamment vers la France. Chez moi. On assiste évidemment, je vais pas y arriver. Excusez-moi pour le tympan. On a, comme vous le savez, des grandes entreprises qui distribuent. On a aussi des entreprises et des agents de voyage notamment beaucoup plus petites et de nature beaucoup plus familiale, qui d'un côté ont moins de frais puisqu'elles elles sont plus petites, elles ont moins de charges, elles sont capables de traverser finalement des zones de turbulence comme celle-ci plus facilement, et en même temps, elles n'ont pas de finances, elles n'ont pas de trésorerie suffisante pour tenir sur une longue période. Donc on est un peu actuellement dans une situation délicates, puisqu'elles ne sont soutenues que par les mesures du gouvernement et auxquelles elles ont droit, ou elles peuvent prétendre. Donc c'est un petit peu compliqué. On s'attend quand même à une perte d'une partie des opérateurs qui peut avoir un impact donc sur la vente des produits France. En même temps, on se rend compte que les tours opérateurs sont dans une dynamique de relance quand même de la clientèle. Alors ils attendent un peu aujourd'hui que le pic passe, mais ils sont quand même dans une logique de relance et de séduction de la destination par des nouveaux produits qui correspondent plus aux attentes d'aujourd'hui. Donc on est dans une situation qui est assez hybride et qui n'est pas forcément totalement négative. Merci. Alors, quand on regarde ce qui a changé, c'est intéressant aussi. Ça, c'est sur les transports. Vous voyez avant le Covid qu'on avait sur l'hiver 776 connexions aériennes directes entre l'Italie et la France par semaine.
Par exemple, alors après le Covid, c'est un peu vite dit, on n'est pas encore passé le Covid, on est toujours dans le Covid, mais disons après le Covid de l'été, on était à 436 connexions aériennes, donc on en avait perdu. Et aujourd'hui, on en perd encore. Hein. On a, comme je le disais, en réduction un petit peu encore sur septembre, octobre, et puis jusqu'en mars 21. Pour le moment, on en est à 390 connexions aériennes, c'est-à-dire à peu près la moitié de ce qu'on avait avant que la crise éclate. On est donc à peu près à 50% de la capacité. On perd aussi en liaison ferroviaire, hein, puisque la compagnie Tello a annoncé l'arrêt de la ligne euh, entre la ligne de Milan et qui va vers Marseille jusqu'à Nice. Hein, ils ont annoncé l'arrêt, au moins à partir de mars 2021, de cette ligne-là. Donc, on commence à avoir quelques dégâts de la crise. Euh, cette ligne que nous aimions beaucoup, évidemment, et qui était utile. Et donc, on en perd là. Mais bon, voilà, on perd des connexions aériennes également, puisque beaucoup des connexions aériennes, comme vous le savez, sont le fait de compagnies low cost qui, par définition, ouvrent et ferment des lignes de façon ponctuelle. Donc, d'un côté, elles peuvent tout à fait le rouvrir et être réactives dès que ça repartira. C'est une possibilité. Pour le moment, on en est à la moitié. Ce qui se dégage, en revanche, c'est que la clientèle va beaucoup plus utiliser la voiture, et beaucoup plus qu'avant. Et donc, les clientèles qui proviennent des régions italiennes qui sont à proximité de la France vont probablement être celles qui repartiront et qui vont utiliser leur voiture. Donc ça, c'est quelque chose que nous voyons, que nous avons en vue et que nous essayons d'accompagner pour faciliter, appuyer également les déplacements en voiture, ce qu'on ne faisait pas jusqu'à présent. Hein. On parlait de ça, mais on n'accompagnait pas sur le plan de la promotion ni sur le plan des partenariats, ce moyen de transport-là, alors qu'aujourd'hui, on réfléchit à des possibilités avec du digital, une compagnie donc de production de voitures, de location de voitures, des sociétés de réseaux autoroutiers italiens, par exemple. Alors, quand on regarde le circuit de distribution, vous le connaissez, il est assez complexe, il est assez vaste. Il correspond donc au tour opérateur au nombre de 300 aujourd'hui à peu près, qui programment la destination France, qui font donc des programmes qui sont distribués par les agents de voyage, alors par eux-mêmes en direct, mais aussi beaucoup s'appuient sur un réseau d'agents de voyage de plusieurs types. Hein, des gros, des individuels, mais aussi des caristes, des consultants évidemment indépendants, les agences de voyage en ligne, ou les agents de voyage et les tour opérateurs qui ont eux également une vitrine en ligne, et puis toute une partie de circuits non commerciaux, comme les comités d'entreprise qu'on appelle donc les CRAL, toutes les associations, les clubs, les clubs, les paroisses, les clubs de ski par exemple, pour le produit ski, qui est aujourd'hui le gros de la distribution du produit ski français en Italie. Donc, ce sont des circuits qui sont complexes, assez vastes. Pour les agences de voyage, on en a 8000 en Italie, dont sont répartis sur l'ensemble du territoire, dont 2000 qui vendent le produit France, quel que soit le type de produit France. Alors, ça c'était avant. Alors, c'est pas non plus post-Covid, c'est plutôt aujourd'hui. On assiste donc quand même par rapport à ce que je disais tout à l'heure, à certains tours opérateurs qui réduisent la voilure, à une demande ou à un report sur les outillets qu'on ne connaît pas encore précisément, on l'a pas encore assez étudié, mais on pense que les réservations de dernière minute, plus le besoin de réagir vite à la situation, va orienter la clientèle sur un usage des opérateurs en ligne, qui peuvent être également les sites en ligne des compagnies aériennes et les sites en ligne des tour opérateurs. Et on s'attend aussi du coup à un coût quand même sur le réseau des agences de voyage, avec une perte de 15 à 20% du réseau. Pas forcément des agences de voyage qui vendent la France, mais des agences de voyage en général, et donc ça peut avoir un impact sur notre produit. On est en relation avec la plupart des réseaux, des gros réseaux avec lesquels on parle. Ils sont très attentistes, mais ils sont surtout dans la situation où ils essaient de réduire leurs coûts, comme c'est le cas de vous-même, opérateur privé en France ou public. Vous êtes aussi dans cette logique qui est d'essayer de relancer en réduisant le plus possible les dépenses inutiles. C'est ce qu'ils font aussi, et ils s'attendent à peu près à 15-20% de perte du réseau, ou en tout cas de réorganisation générale structurelle du secteur. C'est un peu
ce qu'on peut constater sur le marché italien. Alors ça augmente, ça demande pour nous un ajustement de notre intervention. Alors je vais aller assez vite là-dessus, mais ça va vous donner quand même quelques informations. D'une part, on cherche évidemment, en fait, le principe c'est vraiment du pragmatisme, si vous voulez. C'est vraiment ça. On cherche à toucher à parler, à s'adresser aux clientèles qui sont en capacité de voyager et à ne pas perdre celles qui indiquent qu'elles voyageront plus tard. C'est le gros aujourd'hui des clients. Je crois qu'en Italie, le voyage est très apprécié. Les clients ont envie de voyager, c'est partie de leur vie, c'est partie de leur plaisir, de leur objet, de leur existence, c'est de voyager et de visiter également la France. Donc la situation aujourd'hui, on ne s'accommode pas, on cherche à voyager dès que c'est possible. Et ça, c'est vraiment une attitude un peu générale, mais on respecte effectivement les choses et on a évidemment très peur de toucher le virus. N'oubliez pas que le marché a été très touché tout au début, hein, par plus de 30 000 morts en Italie, 35 000 morts. Et donc, les Italiens font attention et sont respectueux aussi pour ça. Et donc, voilà, on a une attitude qui est très pragmatique, c'est de prendre ce qu'il y a à prendre. Et si on doit attendre, on attend. On a quand même trois critères clés qui nous dirigent. C'est évidemment l'opportunité, c'est ce que je disais. C'est aussi la proximité de la destination France, évidemment de destinations proches comme la Provence, la Côte d'Azur, évidemment, mais l'ensemble de la France n'est pas loin. Et finalement, on a quand même encore beaucoup de capacités et de moyens de se rendre en France. Donc ça, c'est un point très très fort. L'accessibilité de la destination France, elle est là et elle est bien connue de la clientèle italienne. Ils se rendent pas toujours compte de la distance en voiture, de la proximité de certaines régions comme l'Alsace par exemple, qui est à 3 heures et demie de Turin, par exemple, hein, et à 4h, 4h30 de Milan en voiture. Ce qui est très important aussi, c'est de rassurer le public, hein. Alors, on peut les rassurer de façon crédible, non pas en disant que tout va bien, mais en leur donnant des messages de réassurance sur ce que nous faisons et sur l'attitude positive que nous avons de la destination. Et puis enfin, on a choisi de parler d'un sujet plus fort l'année prochaine, qui est celui d'être bien en France. On vient de parler du tourisme plus respectueux de l'environnement durable, qui reste un sujet présent dans la communication, au bien-être en France pour s'orienter vers l'être bien, parce que être bien en France, ça schématise ou ça synthétise un peu le besoin qui est celui de la clientèle quand elle viendra en France, c'est d'être bien, c'est de pouvoir vivre la diversité, c'est de pouvoir être serein, c'est de pouvoir être bien accueilli également. Donc je crois que ça permet à beaucoup de nos destinations et à beaucoup de nos adhérents de s'exprimer positivement sur le sujet et ça correspond à une attente qu'on va tâcher de satisfaire. Pour les cibles restent celles que je vous ai indiquées, évidemment, les trois cibles, les quatre même, puisque les DING sont un peu à cheval sur plusieurs des cibles indiquées, sur les millennials et sur les seniors. Tout le nord de l'Italie, mais aussi le centre-sud, hein, qu'on n'oublie pas. Et puis des thématiques qui sont très fortes, nature, slow tourisme, donc savoir-faire, culture, art de vivre à la française, storytelling. Donc, nos points forts, nos fondamentaux, hein, l'art de vivre à la française, ça reste, ça paye toujours. Les vins, la cuisine, c'est toujours des thématiques qui sont très fortes, qu'il faut valoriser, mais avec une connotation plus recentrée sur la personne, recentrée sur être bien en France. Sur les professionnels, ce qui est très important, c'est de garder le lien. On l'a toujours fait, hein. On l'a toujours fait depuis le début, on verra tout à l'heure, mais c'est très important de garder le lien avec eux, d'où l'importance de ce roadshow. Vous l'avez bien compris, c'est pour ça que vous êtes là. Même si on se dit pas toujours des choses qui sont agréables à entendre, mais au moins on garde le lien et dans les bons comme dans les mauvais jours. Et c'est ce qu'apprécient les Italiens. Ils pensent aussi qu'avec la destination France, c'est un moyen véritablement de s'en sortir, de trouver des portes de sortie, parce que, comme je vous le disais, bien, on est proche, on se connaît bien, on a tout à fait les capacités de rebondir et d'apporter des réponses à la clientèle italienne dès qu'elle sera dans une phase plus positive. Donc voilà, garder le lien, c'est très important. Maintenir la programmation, c'est ce qu'on veut faire, hein. C'est éviter la déprogrammation parce qu'elle est générale ou parce qu'elle concerne en particulier certains produits. On voit par exemple que le scolaire aujourd'hui est en difficulté puisque voilà, la mesure, c'est pas de voyage scolaire au départ de l'Italie. Basta. Donc à partir de là, ça concerne la France également. Donc c'est un secteur là où voilà, il faut pas que ça se multiplie. C'est hélas un secteur qui est toujours touché et toujours en premier lieu, mais faut éviter que ça s'étende
à d'autres segments. Enfin, une bonne attitude des professionnels qui était de chercher des solutions, de trouver une autre programmation, de l'étendre, de chercher d'autres destinations comme des destinations moins connues jusqu'à présent, plus orientées vers des grands espaces, vers la montagne l'été. On l'a vu avec des demandes sur la Lozère. On a parlé avec les Provençaux qui sont nombreux aujourd'hui, je les remercie, sur les Alpes, les Alpes du Sud, les Hautes-Alpes. Donc tout ça, ça correspond à une tendance qui est du coup répercutée par certains tour opérateurs qui étendent le ski à la montagne, d'où la démarche globale d'Atout France de passer à destination montagne avec un S, parce que ça couvre plus largement l'offre française, hiver comme été. Donc ça, c'est un ajustement que nous avons fait, et puis bien entendu déployer le plan d'action commercial avec tous les ajustements qui seront nécessaires, évidemment, par rapport à 2021. Et puis enfin, bien entendu, on passe beaucoup d'opérations en digital. Aujourd'hui, on est la preuve. Le Mediatour 2021 qui aura lieu en janvier sera aussi digital. Il n'y a pas d'autre choix, on a un peu attendu. Et donc voilà, là le plan d'action va être ajusté et le format de ce Mediatour passera en format digital pour 2021. Et ben voilà, le Mediatour, c'est la presse. La presse est là aussi très active en fait en Italie. Je crois qu'elle a besoin de vivre, elle a besoin d'écrire. Ils ont besoin de conserver leur travail. Ils ont besoin de donner aussi de l'information qui soit différente de ce qu'on peut trouver dans les quotidiens et dans les informations qui sont toutes sur le coronavirus quasiment et sur les crises que ça peut déclencher en Italie. Vous avez vu qu'il y en a eu beaucoup avec des manifestations contre les mesures de protection. Donc la presse magazine, la presse en ligne, les influenceurs nous sollicitent. Faut quand même savoir qu'on fait des accueils de presse. C'est comme une performance depuis le mois de juin et on en fait. On en a fait 8 déjà. Entre août et septembre. On a un repas des CVP qui sont meilleurs. On a des CVP qui sont repartis à partir du mois d'août. Alors je pense que ça va stagner en septembre, enfin ça va stagner en octobre, enfin ils sont quand même repartis. Et puis on a des demandes pour des publics reportages. Donc je pense que les destinations françaises intéressent, que les nouvelles idées intéressent, et le Mediatour sera très important pour justement parler avec les journalistes et faire un peu le point. D'ici là, on aura une situation qui aura probablement encore évolué. On parle beaucoup évidemment de la destination France numéro 1 de proximité. C'est un message qu'il faut répéter, qui est extrêmement important. Ce qui est aussi aujourd'hui très renforcé, ce qui fait aussi partie de notre intervention, c'est le renforcement de l'observation, qui n'est pas ponctuelle, qui est devenue régulière, avec, je passe assez vite là-dessus, mais c'est quand même une grande partie de notre travail aujourd'hui qui vous permet de vous orienter. Beaucoup de notes d'analyse et de conjoncture qui sont faites. Vous connaissez la carte interactive qu'on a sur le site atoutfrance.fr qui est alimentée régulièrement, des présentations de marché qui sont actualisées tout le temps, revue de presse aussi et mesures des contre-valeurs qui sont suivies de près, et puis une étude de la programmation commerciale qui va être démarrée, parce que là pour le moment c'est pas le moment de poser des questions et de leur demander ce qu'ils comptent faire. Ils sont au milieu du guet, donc on va voir. Mais voilà, on va quand même suivre ça de façon très précise. Alors, ce qui a changé pour synthétiser, évidemment, vous l'avez vu, j'ai eu l'occasion d'en parler. Au niveau du public, faire très attention à l'attitude du public, en l'alimentant aussi avec un message de réassurance, mais aussi les options, des opportunités. Le court séjour va se renforcer et les réservations de dernière minute également. Les professionnels loisirs sont vraiment en difficulté, mais ils cherchent des solutions qui vont vers des nouvelles programmations et des nouveaux produits, et également un recentrage sur leur métier de base et sur évidemment réduction de leurs coûts. Donc il va falloir trouver et apporter des solutions qui vont dans ce sens-là. Donc ça c'est important pour vos entretiens. Et puis les professionnels d'affaires dont j'ai pas encore trop parlé, mais il est très impacté évidemment, que ce soit pour l'organisation des rencontres professionnelles ou les voyages d'affaires individuels. Les entreprises sont en train de revoir leur politique
de déplacement de leurs cadres. Elles profitent de la situation quelque part pour réduire un certain nombre de coûts, notamment pour des réunions. Toutes les réunions qui vont pouvoir se faire finalement sans dynamique, sans besoin de dynamique d'équipe, risquent de se faire en ligne. Et celles où il y a un véritable besoin d'une dynamique de groupe et d'une présence, celles-ci vont se faire. Et donc, il faut beaucoup consacrer notre attention pour le moment aux entreprises plus qu'aux agences peut-être pour connaître leur direction et leur choix. Alors ça c'est un slide qui vous permet de voir un petit peu ce qui a été fait. Alors je ne vais pas non plus rentrer trop dans le détail. Entre mars et mai, on a été très actifs pour toutes les cibles, pour maintenir le contact essentiellement. À partir de juin, on a été très actifs aussi pour accompagner la relance et pousser ce qui pouvait l'être. Donc là, on a quand même lancé des campagnes, évidemment. Et je précise, pour ne pas l'avoir fait jusqu'à présent, que beaucoup de nos actions sont digitales et que le service e-marketing est mis beaucoup à contribution. Notamment sur l'été, avec en effet un peu d'affichage par exemple pour une campagne Corse, mais beaucoup d'affichage, mais beaucoup de digital, beaucoup de campagnes en ligne, de l'e-news, et puis des réseaux sociaux, là où on est vraiment très précis, avec l'accompagnement presse, comme j'ai eu l'occasion de le mentionner. À partir de maintenant, voilà, on est vraiment sur nos propres outils, sur nos propres réseaux. On n'a pas fait finalement les campagnes qui étaient prévues en septembre-octobre, parce que c'est pas le moment de faire des campagnes de conversion, si vous voulez, des campagnes trop agressives, mais on est sur des campagnes avec des sujets plus froids, plus thématiques, pour occuper l'espace médiatique et pour montrer que la France est présente et que on est disponible à les recevoir à recevoir la clientèle italienne dès qu'ils en auront envie ou dès qu'ils seront en capacité de le faire. Bon, ce qui est très important, c'est d'avoir une vue d'ensemble de nos leviers. Donc, on a beaucoup de façons d'activer la promotion. Tout l'environnement de France.fr est très important. Le site, évidemment, et les newsletters qui sont de plus en plus qualifiés, et puis les réseaux sociaux. Les objectifs, bon, je reviens pas dessus, on en a déjà parlé. Ça vous donne simplement une priorité. Ça vous permet de voir de façon synthétique ce que je viens de vous expliquer. Donc, on peut passer sur ce slide. Juste pour vous donner aussi en termes de choses concrètes, l'écosystème France.fr qu'on vous recommande d'utiliser parce qu'il est très pertinent aujourd'hui. On a quand même 1 million de pages vues sur le site en Italie, plus de 107 000 maintenant abonnés. Je vous ai dit 104, vous voyez, j'étais un peu en retard. On est à 107 000 abonnés et donc le nombre d'abonnés a quand même augmenté depuis 3 mois. Les abonnés italiens, hein, on parle de 107 000 abonnés italiens. On poste à 1 à 2 fois par jour aujourd'hui et on a modifié évidemment le type de communication qui passe, mais ça reste un médium qui est très utilisé, évidemment, comme sur tous les marchés européens. E-newsletter, on a 50 000 contacts. Alors, il manque un mot, c'est 50 000 contacts qualifiés, parce qu'on en avait plus de 100 000. Mais là, on a indiqué les 50 000 contacts qui sont qualifiés, c'est-à-dire il y a plusieurs critères. Et donc, on a des taux d'ouverture des newsletters qui sont très bons. Parce que évidemment les gens sont plus orientés sur les médias digitaux et je crois qu'ils portent plus d'attention à ce qu'on leur dit en ligne. Donc on est en train, si vous voulez, de standardiser, d'automatiser toute la communication qu'on peut avoir générique sur la France via nos newsletters, qu'elles soient pro, presse et grand public évidemment, ainsi que MICE, et on est en train de réorganiser notre organisation au bureau Italie pour par exemple qu'une personne, et aujourd'hui c'est Fabiana Sorrento, s'occupe et a un œil particulier sur la digitalisation et l'organisation de webinars, tout, si vous voulez, départements confondus, parce qu'on a besoin de nous adapter en termes d'organisation à ce qui nous est demandé et à la situation. Le magazine Explore France, alors ça c'est aussi une performance parce qu'on l'a sorti au mois d'avril. On a été juste pile dans les médias au mois de mai pour accompagner le moment où ça ouvrait. Donc il a été co-vendu avec Belle Europa cette année et avec Elle, je crois. Oui, c'est ça, c'est écrit là, Belle Europa et Elle. Il y a encore une diffusion qui aura lieu dans le Corriere della Sera au départ de Milan prochainement. On a un partenariat avec la librairie, qui est une très grande librairie de Milan qui s'appelle Eupli, qui a des points de vente, mais aussi plus de 200 000 abonnés sur ses newsletters et ses réseaux sociaux. On travaille toujours avec nos distributeurs privés, Roche-Beaubois par exemple, qui nous aident. Donc plus de 100 000 exemplaires ont été produits. 70 000 sont déjà diffusés grâce aux ventes de Belle Europa et de Elle.
Sachez qu'on a diffusé aussi 10 000 exemplaires en Suisse italienne, dans le T5, ça poursuit, et qu'on a produit une version digitale en Grèce qui est diffusée en ligne. Donc, via le site de l'ambassade de France, si vous allez sur le site de l'ambassade de France, vous la trouvez également. C'est moins gros, c'est plus petit, mais ça permet de couvrir le segment de nos amis grecs un peu haut de gamme et ainsi également de le diffuser auprès de tous les tours opérateurs de gamme moyenne supérieure qui ont ainsi du contenu en grec sur la destination France. Ça permet d'assurer un minimum de présence. Donc le magazine Export France, on va le continuer en 2021 et renforcer énormément la diffusion digitale parce qu'aujourd'hui, on est capable de le diffuser largement et de monter les opérations moins sur une diffusion en présentiel et plus sur une diffusion digitale. Beaucoup de webinaires organisés, qu'ils soient presse ou qu'ils soient pro, depuis le mois de juillet. On n'a pas arrêté, on en a organisé alors de différents types. Là, vous avez une photo un peu pictalisée de l'ambassadeur de France qui a accepté de faire une petite vidéo en introduction du dernier webinaire qu'on a fait pour le lancement du magazine France, Export France. Mais vous voyez beaucoup de webinaires que nous organisons. Alors, je voulais vous en parler 2 secondes parce qu'on le fait pour des régions. Donc par exemple pour celui de la Côte d'Azur avec des partenaires. On le fait en one-to-one pour des discussions avec des tours opérateurs et on n'arrête pas. On le fait aussi pour des secteurs spécifiques comme ça sera le cas pour le maïs, où là, il y a une démarche, disons, européenne, et un des webinaires organisés le sera en Italie. C'est une forme de panel d'experts qui est organisé en Italie. Tous nos outils digitaux prennent de plus en plus de poids. Vous savez qu'on utilise France Expert comme vecteur de communication vis-à-vis des professionnels italiens, tour opérateurs et agences de voyage. On va développer encore ce programme en ligne, puisqu'aujourd'hui il était un peu en ligne, un peu en présentiel. Il va être de plus en plus en ligne avec beaucoup plus de contenu. Et on utilise aussi l'application qui avait été créée, franceexpert.it, qui permet donc de son portable d'avoir toutes les informations, en tout cas accès au programme France Expert. Donc que les agents de voyage nous aient dans leur poche, ça me paraît une très bonne chose. Ça peut aussi les aider à redémarrer et à vous aussi à être bien présent auprès d'eux. Donc là-dessus, je parlais de France Expert, c'est un point très important. Vous savez que on avait ouvert donc ce programme de formation, mais aussi une ligne qui facilitait la communication entre les professionnels et nous, et pour montrer notre ouverture et montrer qu'on était prêt à les aider. Ça s'appelle 14cma@atoufrance.fr. On a beaucoup communiqué là-dessus. 14cma signifie plus fort ensemble @atoufrance.fr. C'est une ligne qu'on a ouverte. On a eu beaucoup de demandes évidemment sur cette boîte email là au début. Maintenant ça se calme un peu. Je pense que ça va repartir. En tout cas, on communique beaucoup là-dessus pour voilà, faciliter leur communication avec nous. Ils peuvent bien entendu nous appeler quand ils veulent. Ils connaissent très bien Francesca, Chiara et Annalisa, mais au moins ils ont cette ligne-là si c'est plus facile. Et puis, on communique, on renforce encore une fois la communication digitale avec les newsletters et les webinaires. Ça, c'est un point pour vous, en fait, sur votre approche du marché et sur votre accès au marché italien. Je mentionnais tout à l'heure la carte interactive que vous trouvez sur atoufrance.fr. Vous y trouvez aussi sur des pages d'Atout France Italie des notes, nos présentations, beaucoup de points d'actualité. Donc allez-y. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Moi, je réponds évidemment à tout ça. Alexandre aussi, tout le bureau répond à tout ça. On utilise beaucoup de sources qui sont celles de l'ENIT, de Banca d'Italia et de Consurismo. Il y a d'autres sources de groupements professionnels qui produisent, mais il y a énormément de chiffres dans tous les sens. Et on essaye de faire une synthèse un peu de tout ça. Sachez que l'ENIT produit un petit rapport qui est un rapport de projection dont on fait une synthèse en français et qu'on essaie de regarder et d'analyser parce qu'on n'a pas forcément le même avis qu'eux sur la situation. Ça, c'est pas encore publié, mais dès qu'on aura une version qui est réfléchie et publiée, et ça ne saurait tarder, on parle de quelques jours, une semaine peut-être, on pourra le mettre en ligne à votre usage également. Et puis sachez que les outils digitaux, que ce soit des webinaires ad hoc ou des webinaires dans le cadre de France Expert ou des échanges ont lieu et on les a mis là parce que c'est aussi une façon pour vous de suivre l'état de la distribution et de participer à certains échanges qu'on peut avoir avec les tour opérateurs. Donc c'est effectivement très très important.
Vous avez vu, on aime bien ce format de slide, hein, qui donne des synthèses, mais je crois qu'on en a déjà parlé. Donc ça, c'est pour vos dossiers. Oui, je précise ça, c'est une jeune femme qui ouvre une fenêtre sur l'avenir. Eh bien, c'est le film qui s'appelle Je redécouvre la France, hein, vous l'avez probablement vu, je veux juste préciser que la communication ne s'arrête pas, qu'on a produit au niveau d'Atout France Monde ce film en deux langues, en français pour le marché français et en anglais pour les marchés étrangers, et qu'on l'utilise en fait puisqu'il donne une vision assez positive et pas trop insistante ou commerciale de la destination France, avec Je redécouvre la France quand ça sera possible. Il est donc diffusé sur nos réseaux et il est disponible évidemment pour les professionnels qui veulent l'utiliser également, comme d'autres outils, hein. Voilà, et je voulais aussi préciser qu'on travaille beaucoup avec les officiels. On a un lien régulier avec évidemment les différents consulats, donc celui de Milan et celui de Naples par exemple, avec lequel on travaille beaucoup régulièrement, avec l'ambassade de France qui est toujours à nos côtés, qui demande aussi de l'aide de notre part et des soutiens, de la formation, avec les services économiques régionaux, on est vraiment en rapport avec eux, mais aussi avec les autres services, la chambre de commerce. Donc moi je suis administrateur, c'est vrai, mais et membre du COMEX, mais au-delà de ça, on a des échanges sur les tendances, sur l'état du business qui sont très importants. Avec Business France aussi, on a un certain nombre de sujets qui nous rapprochent, notamment de l'investissement italien dans le secteur de l'hôtellerie en France, et puis aussi des questions d'atmosphère d'affaires liées au tourisme d'affaires, nous rapproche aussi, et puis beaucoup d'échanges culturels avec les alliances, les instituts, en effet. Donc on est vraiment au cœur de tout cela, avec des réunions régulières organisées, c'est intéressant que vous sachiez, du comité du commerce extérieur qui rassemble tous les secteurs d'activité en Italie, mais également du conseil économique qui est une instance animée par l'ambassadeur qui permet de faire un point sur les principales direction, les principales difficultés qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc par exemple, on fait très attention aujourd'hui, on est très vigilant sur le boycott des produits français qui ne sont pas du tout qui n'est pas du tout actif en Italie pour le moment. On regarde beaucoup nos réseaux sociaux, on n'a pour l'instant pas de remarques négatives sur ce sujet, mais on est très vigilant et on en parle à ce moment-là. On parle aussi de fait d'occuper le terrain, d'être présent, de pas laisser tomber les interlocuteurs. Ça paraît de soi, mais en fait, il faut le faire pour la presse, il faut le faire pour les pros. Il faut aussi le faire avec le public à travers nos lettres. Et ça, c'est une démarche qui est aussi globale, hein, que font d'autres services, si vous voulez, officiel français au sein du dispositif en Italie, sauf qu'ils fonctionnent pas comme nous et que nous on est avec vous et qu'on s'appuie beaucoup sur vous et qu'on a effectivement besoin également d'échanger entre vous. Et je terminerai juste pour dire que sur l'Italie, on travaille beaucoup avec les autres bureaux d'Atout France en Europe. Vous l'avez vu dans le cadre des plans d'action 2021, beaucoup d'actions mutualisées qui sont faites. Par exemple, l'opération France Méditerranée 2021 qui est faite cette année avec, vous savez, avec plusieurs bureaux, et cette année, ça sera le bureau d'Atout France en Espagne qui prendra le lead sur l'organisation. On va en parler dès qu'on sera en ordre de marche. Là, on attend un petit peu que les choses se calment pour pouvoir lancer les appels à candidature et puis évidemment le sujet. Mais il y a d'autres opérations. On l'a vu notamment sur le bureau suisse où il y a aussi des coopérations qui sont faites. Vous avez vu avec le magazine Explore France qui est étendu sur une partie de la Suisse où ça fait sens. Voilà, mon temps est passé. C'est une présentation un peu longue, mais il y a beaucoup de choses à dire. En tout cas, toute mon équipe est présente, à l'écran d'ailleurs. Fortine CME, c'est quelque chose que nous pratiquons tous les jours. En fait, c'est très important pour nous aussi, parce que c'est pas facile non plus pour les équipes à l'étranger. Et il y a tous les jours une autre difficulté auquel on doit faire face. Et donc, le fait d'être ensemble, le fait de travailler ensemble et de pouvoir échanger, c'est très important, professionnellement et humainement. Et voilà, je voulais en profiter pour vous remercier d'être avec nous, vous, les partenaires adhérents d'Atout France, et vous, mon équipe, puisque c'est grâce à vous que on traverse ces crises, c'est aussi des aventures humaines. Voilà, merci beaucoup.